Bonsoir, la nuit est à vous sur Europe 1, à vous de la colorer, de la pimenter au gré de vos désirs, de vos humeurs, de vos états d'âme. Jusqu'à 1h, la ligne est ouverte au 39 21. Paul et Jeanne vont vous y accueillir chaleureusement. Ils attendent vos appels comme tous les soirs, ainsi que Philippe Chartier qui lui réalise l'émission. Et bien sûr, on compte également sur vos petits clins d'œil par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Également vos mails sur le site europe1.fr 39 21. Je vous attends. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Et le dimanche 30 juin, voilà, c'est l'été, les vacances approchent. On va parler de sexualité, un peu toutes les questions que vous vous posez sans forcément oser en parler. Donc là, la ligne sera ouverte et on pourra en parler en toute sincérité et sans tabou. Avec mon invité, Sylvain Mimoun, qui est une double formation, qui est à la fois gynécologue et andrologue. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous pourrez vraiment vous posez vos questions concernant le désir, le plaisir, tout ce qui... Je vous dis, tout ce qu'on n'ose pas forcément se dire. Là, la ligne sera ouverte dimanche 30 juin avec Sylvain Mimoun. Allez, nous sommes ensemble et en direct pour ces 2 heures de libre antenne pendant lesquelles vous pouvez appeler le 39 21 et je crois, je ne sais pas si c'est Jean ou Aline qui est là. Bonsoir Jean. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Jean. Bonsoir Jean. Voilà, je voulais, écoutez, je suis un petit peu ému. Oui, d'être à l'antenne. Oui, d'être à l'antenne. Oui, voilà. Bon, c'est un peu normal, hein, c'est un peu intimidant les premiers Exactement. temps. Bien sûr. Alors donc, je voulais vous expliquer ma petite situation. Oui. Et j'aurais voulu beaucoup plus de conseils. Je connais une femme ça fait 3 ans. Et je suis divorcé, hein. Donc oui. Voilà. Oui. Et puis je sens que elle a son appartement à 30 km de la maison, de chez moi. Oui. Et puis malheureusement, elle ne veut pas s'investir plus avec moi. Voilà. Donc je lui ai fait des propositions, pour être heureuse, quoi. Et voilà, je ne sais pas comment faire pour aller plus loin dans cette histoire. Mais tout simplement. Quand vous dites qu'elle ne veut pas s'investir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vivez avec elle actuellement? Eh bien, on vit très bien. Les week-ends et sorties. D'accord. Mais moi, j'attends beaucoup plus de cette relation, si vous voulez. J'attends de refonder une certaine famille. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voudriez quelque chose de plus construit. Oui, carrément, de plus construit. Et puis, non, c'est une personne, qui a son indépendance, hein, comme toutes les femmes d'aujourd'hui. Enfin, bref. Et puis, je ne sais pas comment faire. Et je pense que ça nous écarte quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si elle sent que vous lui demandez des choses qu'elle n'est pas prête à donner, pas parce que c'est vous, mais parce que, comme vous dites, elle tient à cette indépendance. Oui. Donc ça fait 3 ans que vous êtes ensemble? Oui, ça fait 3 ans. Il y a eu une interruption dans les premiers temps de 2 mois. Bon, ça peut arriver. Si vous voulez, c'est un break. Hein, le temps de. Oui. On s'est retrouvés. Malheureusement, dans cette période, j'ai perdu ma mère, hein, qui a été âgée, ce qui est normal. Hein. Il vaut mieux que ce soit les anciens qui partent que les jeunes. Ah oui, mais n'empêche que c'est douloureux quand même. C'est très douloureux, oui. Et puis, oui. sur ce, elle a attrapé une sale maladie. Donc, je suis à ses côtés, malheureusement.
Enfin, pas malheureusement, bien sûr, hein, heureusement, voilà. Et puis, bon, c'est une personne qui est très jalouse et très possessive. Et vous savez, la jalousie et la possessivité, je l'avais jamais connue auparavant. Donc, c'est quelque chose que, franchement, est très dur à vivre au jour le jour. Même en vous voyant peu, elle est très jalouse quand vous vous voyez ou justement lorsque vous ne vous voyez pas, elle vous prête des liaisons? Elle me prête des liaisons quand elle me voit pas, bien sûr. Oui, oui, voilà, le temps que vous ne passez pas ensemble, la semaine. Oui, voilà. Oui. Mais elle est. Je vais vous donner simplement un exemple ce soir. Oui. J'ai mon petit mon fiston qui a 12 ans, donc qui est là en garde alternée avec moi, hein, bien sûr. Oui. Et puis, ce soir, on a fait un petit barbecue tous les deux, gentiment. Il fait beau, hein. Oui, c'est sympa. Bah oui, vous avez raison, bien sûr. Tous les oui, deux, oui. voilà. Oui. Et bien voilà, la jalousie s'est installée. Pourquoi tu fais un barbecue avec ton fils et pourquoi tu le fais pas demain avec moi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très délicat hein, comme relation. Oh là là, oui, c'est terrible parce que, enfin, si elle se met même à être jaloux de ces moments d'intimité avec votre fils, enfin, là, ça va pas du tout. Ça montre à quel point c'est extrême. Alors c'est pour ça que je voulais un petit peu vos conseils parce que moi j'en arrive à être un petit peu pas à bout parce que figurez-vous que j'ai une carrure, une structure et voilà, c'est pour ça que je m'appelle les gens. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça lasse la situation actuelle, enfin la situation amoureuse et la situation à venir. Vous comprenez? Et oui, et d'ailleurs c'est du coup vous vous dites pas que avec ce tempérament extrêmement jaloux et possessif, si vous viviez si vous viviez ensemble, ça serait peut-être infernal? Non, je ne le pense pas parce que ce qu'il y a de mal-être chez elle, oui, c'est que quand elle se sent seule, pour elle, c'est un cataclysme. Enfin, c'est pas un cataclysme, mais c'est quelque chose qu'elle déteste en fait dans elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand elle passe 8 jours ou 10 jours chez moi ou je vais chez elle. Là, elle voit que tout va bien, quoi. Voilà. Mais je pense que dans son fond intérieur, à cette personne, elle a peur de reconstruire ce qu'elle a déjà vécu. Ouais, enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Je pense oui, mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que vous me disiez que vous aimeriez reconstruire votre vie, donc être vraiment reformer un couple avec elle au quotidien, et que c'est elle qui ne le veut pas. Oui, donc elle se complaît dans une... Vous dites qu'elle aime pas être seule, mais dans les faits, c'est elle qui ne veut pas, vous m'avez dit, s'investir davantage dans votre relation. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Elle ne veut pas du tout se réinvestir. Donc elle est pas si mal que ça, seule. Ben, c'est ce que je crois. Donc voilà, ça fait pour ma part, je pense que ça fait quand même 3 ans, quoi. Je veux dire, oui. C'est énorme. 3 ans. C'est-à-dire que 3 ans, si la relation avait dû évoluer vers une vie commune, ça se serait fait. Vous avez raison. Oui, exactement. C'est qu'elle y trouve son compte comme ça. Mais vous, quand je vous écoute me parler d'elle, et cette histoire de barbecue, je la trouve très symbolique parce que vous passez un moment avec votre fils, et qu'elle soit même jalouse de ce moment-là avec votre fils, enfin, c'est pas comme si vous disiez, il y a même pas une autre femme là qui est dans le circuit, c'est un moment avec votre fils. Exactement. Enfin, si elle commence à être jalouse de l'attention, de moments tendres que vous passez avec votre fils, comment vous franchement, ça pourrait pas bien se passer. Elle a un problème. Il faut que tout tourne autour d'elle. Oui, c'est exactement ce que je pense. Oui, tout à fait. Disons qu'elle a des paroles très terre à terre. Tel que, moi je l'ai déjà entendu dire, oui. Mon mec il est à moi, et moi ma fille, je m'en fous, enfin puisqu'elle a une fille, je m'en fous, moi c'est mon mec avant ma fille. Voilà ça a le mérite d'être clair, c'est sympathique, oui. Elle a quel âge sa fille? Sa fille elle a 20 ans, elle a l'âge de ma première, la sœur de... Vous la connaissez?
Oui, bien sûr, oui, oui. Ouais. Oui, tout à Elle fait, va oui. bien, cette jeune fille-là? Elle va très très bien. Enfin, Elle vous voyez l'excès quand même d'aller dire moi c'est mon mec et ma fille je m'en Mais fous. moi, je peux Enfin, pas. Moi, moi, personnellement, c'est ce que je voulais dire. On a eu une vie avant, bien sûr. Hein, c'est pas les mêmes voilà. rôles. Enfin, ça n'a rien à Exactement, voir. ça n'a On n'aime absolument pas de rien. la même façon et c'est Exactement. pas le même amour que l'on éprouve pour ses enfants ou pour l'homme ou la sa femme qui compagne. partage notre vie. Bien sûr. Oui, C'est mais pas ça le veut même dire amour. qu'elle, comme vous dites, elle veut certainement être dans la fusion. Elle veut un amour exclusif et elle a besoin d'être rassurée par le regard d'un homme. En même temps, bon, ce qui paradoxalement, elle ne veut pas. Alors que vous lui proposez, vous lui avez proposé de vivre ensemble. Bien sûr. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle vous dit là? Et elle me dit, écoute, on est très bien comme ça. J'ai mon appartement à X dans la ville, Oui. pas très loin de chez moi. Oui. Tu as ta maison, ta maison à la campagne. Moi, je suis à 3 kilomètres de mon travail. Écoute, quand tu viens chez moi, ben voilà, on sort en ville. Et puis moi, quand je viens chez toi, ben je bronze à la campagne. Voilà. Donc, voilà. Toujours l'argument de Planning, dire, voilà, oui. sa liberté. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Mais moi, personnellement... Elle est pleine de paradoxes, hein, cette femme, parce qu'en même temps, elle semble se définir que par rapport à un homme, elle veut l'exclusivité, et en même temps, vous dites qu'elle tient à sa liberté, et semble-t-il, oui, elle tient à son indépendance, en tout cas. Mais Bon. C'est pour ça que ça déstabilise. C'est pour ça que ça déstabilise un homme, enfin, n'importe lequel. Enfin, je pense que c'est très déstabilisant d'entendre ces choses-là. Parce que après, on ne sait plus où on va. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très délicat. Enfin, Oui, mais moi je pense que quand vous m'avez dit que vous lui faites des propositions pour être heureuse, mais alors je ne sais pas quelles propositions vous lui faites. De toute façon, c'est votre conception à vous du bonheur, c'est pas forcément la sienne. Ah oui, bien Et sûr. puis cette femme, elle a quand même si elle est comme ça, elle vous fait des scènes de jalousie. Si vous viviez avec elle, vous prépareriez un quotidien pas très heureux, hein. Mais c'est pour ça que je me suis permis d'avoir vos conseils. Parce que, enfin, vos conseils entre guillemets, mais vos conseils quand même, vu de l'extérieur. Hein, parce que c'est vrai que c'est très, très ambigu. Moi, je pense que c'est pas mal cette distance. Votre relation, elle tient justement parce que vous êtes à distance. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais vous savez, ce que je veux dire par là, c'est que passer des week-ends et passer des semaines et avoir des micro-cassures, je vais vous dire, des micro-cassures où on se retrouve seul, hein, seul dans un pavillon, bon, c'est bien de temps en temps. Mais ok, au début, d'accord. Mais au bout de 3 ans, on se dit on n'avance pas, on ne va pas vers l'avenir. Comme je dirais, on ne met pas les 2 œufs dans le même panier. Vous voyez ce que je veux dire? On se sent un petit peu sensiblement frustré parce que le but du jeu, c'est de dire bon, on a eu un échec, point barre. Elle comme moi. Non, mais à un moment, vous, semble-t-il, Jean, vous avez envie de reconstruire véritablement après votre divorce et vous voudriez reformer un couple, repartager un quotidien avec quelqu'un. Avec cette femme, c'est pas possible. Enfin, c'est pas ce qu'elle souhaite. Non, c'est ce que je sens. Vous voyez, et vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que depuis 3 ans, vous êtes ensemble. Bon, la première année, vous pouvez vous dire c'est le temps que chacun trouve ses marques. Vous sortiez de votre divorce, elle aussi. Entre-temps, vous avez perdu votre mère. Elle a été malade. Ça compte, ça aussi. Elle est toujours malade. Elle est toujours malade. Son caractère a changé depuis? Disons que son caractère n'a pas changé. C'est une battante. Elle m'a fait supporter, je veux dire, j'ai supporté le poids de la maladie. Oui, quand vous dites que vous êtes présent pour elle, de quelle façon? Vous l'accompagnez dans les rendez-vous avec le médecin? Bien sûr. Elle vous demande d'être présent? Oui. D'accord, oui, donc vous l'accompagnez lors des rendez-vous, vous l'accompagnez... Oui, ah oui. Oui, j'étais près d'elle, je suis toujours près d'elle.
Elle a Et de la ma chimio? sensibilité. Oui. Parfois, elle vous demande d'être présente, de Vous l'aider. savez, je vais vous dire une chose, cette maladie-là a emporté 7 personnes de ma famille. Donc, euh, cette personne-là, je l'ai connue bien avant qu'elle ait ça. Je l'ai découvert avec elle. Hein. Malheureusement, elle a découvert ça le jour de ses 50 ans. Hein. C'était un 31 décembre, donc ça blesse quand même, hein, avec moi aussi. Et donc, à partir de là, oui, bien sûr, je l'accompagne, oui, je suis complètement à 200% avec elle, à 300% d'ailleurs. Mais elle m'en tient toujours rigueur. Mais rigueur de quoi? Elle vous tient rigueur de quoi? Ben, pour elle, si vous voulez, c'est un peu de ma faute. Voilà. Pour ma faute, je sais pas pourquoi. Hein. Est-ce que j'ai le pouvoir de donner la maladie ou de la retirer? Mais elle vous rend responsable de sa maladie, Oui, clairement? oui. Elle vous Oui, le dit en clairement. quels Oui. termes? Ben, je vais vous dire, Oui. si elle me l'a dit comme ça très exactement, elle m'a dit de toute façon, si mon cancer s'est déclenché lors d'un contrôle, hein, bien sûr, Oui, banal, oui. hein, c'est de la faute parce que j'ai vu ta mère partir. Voilà. Voilà. Donc c'est me culpabiliser, elle me culpabilise. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait du travail Mais de parce qu'elle culpabilisation. était proche de votre mère? Elle était, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Enfin, oui, vous me dites puisque bien ça fait sûr, 3 moi ans. je suis pas, Oui, je non, sais bien pas, sûr, non. non. Non, Non, mais elle était pas. pourquoi la Donc, mort de le décès de votre mère? Enfin, c'est quand même sidérant. Oui, je ne sais pas. C'est un peu délirant. Pourquoi le décès de votre mère lui aurait déclenché un cancer? Ou alors, Mais à quoi ça voilà. fait écho dans son histoire? Elle a perdu sa mère, elle a perdu Non, sa mère non, non, tôt, non. elle est en manque de Oh, je vais mère. vous dire, Qu'est-ce qui se passe? c'est une personne. C'est un peu Écoutez-moi, délirant, hein. c'est ouais, mais c'est une personne, j'appellerais ça une écorchée vive de la vie. Euh, Sa Bon. mère l'a mis en justice quand elle avait 18 ans, donc vous voyez, hein, ça fait longtemps Ouais. qu'elle paye une pension pour sa mère. Hein, donc, Oui, donc elle a une relation très conflictuelle. Elle s'était conflictuelle. attachée à la vôtre? Elle s'était attachée, oui, mais sans plus. Sans plus, Parce que d'accord. elle s'attache plus, elle s'attache à moi, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi. Voilà. Oui, mais si vous lui demandez d'être plus présent, vous aimeriez, y compris par rapport à l'épreuve qu'elle traverse, être plus présent, elle vous rejette. Oui. Parce que quand elle vous dit là, elle vous dit pas que vous êtes responsable de son cancer. Elle vous dit que la mort de votre mère a été un choc. Oui. Et selon elle, c'est suite à un choc Voilà. que ce cancer se serait déclenché. Bon, oui. c'est pas vous qui êtes directement responsable, hein, quand même. Non. Non. Oui, c'est quand même différent. Mais elle parle d'elle, en fait. Elle parle d'elle, de son histoire. Elle aurait besoin d'être aidée, cette dame. Elle aurait besoin d'être aidée psychologiquement, et d'autant plus si elle est autant comme ça, vous dites, écorchée, aussi sensible, avec la maladie qu'elle traverse. On a dû lui proposer un soutien psychologique. Elle n'a pas accepté? Absolument pas. Oui, mais c'est bien dommage. Mais oui, mais je sais bien dommage. Mais moi, je la soutiens. Alors, écoutez-moi bien. Moi, je pense honnêtement. Enfin, je sais pas. Hein, moi, je suis pas psychologue du tout. Oui. Hein, je suis pas du tout. Mais je pense qu'elle aurait besoin, oui, d'un soutien. Mais alors, il y a, vous voyez, comme là, demain. Enfin, elle va faire sa thérapie, enfin sa chimio. Sa chimio, oui. Hein, et puis demain, elle revient ici pendant 7 ou 8 jours parce qu'elle se sent rassurée. Et puis au bout des 7 ou 8 jours où moi je vais lui apporter mon soutien, et puis quand ça va aller mieux, et bien après, elle va rentrer dans une autre phase en disant ben voilà quoi, je vais mieux, voilà. C'est dur, je trouve, pour vous. C'est dur pour elle, hein, évidemment. C'est très dur d'être confrontée à cette maladie et au traitement et aux conséquences très lourdes qu'ils ont. Mais dans ce que j'entends, c'est que elle est attachée à ce que vous lui apportez. C'est-à-dire que c'est fort de venir justement après la chimio, dans les jours qui suivent. On sait que les personnes sont vraiment pas bien. Hein, c'est des moments très difficiles, très pénibles. Bon, vous traversez ces moments vraiment durs avec elle. Vous êtes à ses côtés, vous l'épaulez, vous l'aidez.
Mais si c'est pour partager que le malheur, enfin l'âpreté de la vie, la dureté de la vie, et puis finalement quand ça va mieux, quand elle vous propose pas de partager aussi, je comprends mieux maintenant ce que vous dites, et c'est quand vous lui faisiez des propositions de bonheur, enfin en tout cas de partager autre chose aussi que actuellement la maladie, et vous êtes, il y a beaucoup d'hommes qui, dans ces cas-là, même en étant d'ailleurs le mari ou le compagnon, fuient, ne peuvent pas faire face. Vous qui vivez une relation avec cette femme depuis 3 ans en pointillé, c'est-à-dire que vous vous voyez les week-ends, et bien cette épreuve ne vous fait pas tourner les talons, au contraire, vous restez auprès d'elle et elle vient même trouver vous êtes un refuge pour elle. Mais je trouve dur pour vous c'est comme si aujourd'hui vous ne partagiez plus que les moments difficiles. Et elle vous reproche même des moments où ce soir vous avez fait un barbecue avec votre fils, où elle pourrait se dire lui aussi il a besoin de souffler un peu et de se ressourcer. Bien sûr. Vous voyez, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même au-delà du drame qu'elle traverse, et qui est très douloureux. Mais vous allez tenir jusqu'à quand comme ça? C'est-à-dire écoutez, je me suis posé la question, et puis comme je suis impliqué localement sur la région où je suis, il est hors de question que je lâche une personne malade, vous comprenez? Mais je comprends toute votre, vous comprenez ce que je veux dire. Vos scrupules, bien sûr. Oui, mais on sent que vous êtes quelqu'un de très fiable j'ai une très grande sensibilité. Et qui a des valeurs. Oui, j'entends bien. Des valeurs, vous voyez. Oui, j'entends. Mais je me dis bien que cette relation-là, elle vous pèse. Je vous propose qu'on accueille Michel qui est avec nous au 3921. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir Alain Caroline, bonsoir Monsieur Jean. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Bonsoir Monsieur Michel. Oui, bonsoir Monsieur Michel. Oui, bonsoir. D'abord, je voulais vous dire que je pense que Monsieur Jean est vraiment une personne très, très, très courageuse. Oui. C'est quelqu'un de bien, oui. Oui, moi, j'ai pas tenu 3 ans. Moi, j'ai eu à peu près le même souci. J'étais pas marié, donc séparé. Et j'ai un petit garçon de 3 ans, qui avait 3 ans à l'époque. Oui. Et donc, j'ai connu cette fille. On s'est mis ensemble. On habitait chacun dans son appartement. Et moi, j'ai la garde un week-end sur 2 et les mercredis, vous savez. Et je le ramenais donc le mercredi soir. Donc, on faisait des balades et tout. Bon, au début, tout allait bien avec cette fille. Tout se passait bien. On faisait des promenades avec mon fils. Il était sans problème accepté, pas de problème. Jusqu'au jour où on faisait une balade et puis bon. Il avait 3 ans, 3 ans et demi, donc il fatiguait vite. Oui. Il pleurait pour que je le porte. Ah non, tu le portes pas, tu le laisses marcher. Bon. Déjà là, ça m'a pas trop plu. Oui. Puis une autre fois, il y avait de la neige, je suis dans l'Est, en Alsace. Il y avait de la neige, pareil, tu le laisses marcher et tout. Bon, ça va. Encore une fois, mon fils, c'est vraiment tout pour moi. Pardon. C'est ce que j'ai pu faire au monde. Et un autre soir, le pauvre petit était malade, le Tom. Pardon, je ne peux pas dire le prénom. Mon fils était malade, et elle arrive un mercredi soir. Bien sûr, j'aurais plus dû l'avoir, j'aurais dû le ramener chez sa maman. Et comme il était malade, je me suis dit, je vais le garder le reste de la semaine, comme il ne va pas aller à l'école. Oui. J'étais à congé, je vais le garder. Oui. Donc elle arrive un mercredi soir, et elle me dit, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh là là. Oui, c'était l'intrus, il l'a gêné, quoi. Voilà. Oui. Bon. Donc moi je sais pas, j'ai bien réagi, j'ai mal réagi, mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pour ça que je dis que Monsieur Jean est très courageux, parce que moi, au bout d'1 an, j'ai pris, c'est peut-être pas joli ce que j'ai fait, toutes ces affaires qu'elle avait ramenées chez moi petit à petit. Et j'ai mis tout dans des cartons. Oui, mais je comprends. Et ma voiture, et je l'ai tout ramené. Oui, non, mais je comprends ce genre de réaction. Quand il y a quelqu'un qui se met autant en rivalité d'emblée avec l'enfant, et en plus petit comme ça, c'est pas jouable. C'est pas jouable parce qu'on peut pas demander à un parent de choisir entre nous et les enfants. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, à un moment, il y a un instinct qui prend le dessus. Enfin, ça va être
trop compliqué. C'est quelqu'un qui a, bon, il y a derrière des blessures, des choses, des souffrances, mais qu'après tout, on n'est pas obligé de porter parce que on a la responsabilité vis-à-vis de ses enfants. On n'a pas à assumer la souffrance de son compagnon ou de sa compagne. Hein. C'était de la jalousie. Oui, c'était de la jalousie. Mais là, vous n'avez peut-être pas entendu parce que vous étiez en attente, Michel, au 39-21, pendant que Jean nous parlait de cette femme qui est malade, hein, qui a un cancer, qui est en chimiothérapie. Oui, ça complique encore beaucoup les choses, outre le fait que elle a cette jalousie. Monsieur Jean est vraiment, il doit avoir un cœur énorme pour qui soutienne cette personne et que cette personne lui fasse du mal à travers ses enfants. Ça doit être très très dur pour Monsieur Jean, je pense. Oui, c'est incompréhensif, incompréhensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous poser une question un peu plus abrupte, Jean, pardonnez-moi. Oui. Elle ne serait pas malade, est-ce que vous continueriez la relation ? Disons que je pourrais parler, on pourrait se parler un petit peu plus clair et net. Vous voyez ce que je veux dire ? Et parler clair et net, ça serait quoi ? Ça serait de lui dire, écoute, maintenant, tu choisis quoi ? Voilà. Tu fais quoi dans ta vie ? Et oui. Voilà, c'est clair. Oui, c'est-à-dire que, et si, par exemple, elle vous disait qu'elle veut continuer au bout de 3 ans, comme c'est aujourd'hui, à vous voir les week-ends, alors que vous avez un désir de reconstruire et de partager, on l'entend bien à travers tout ce que vous nous dites, y compris de ce que vous vivez avec elle, vous prendriez éventuellement votre envol, écoutez, je l'ai déjà pris pendant quelques mois dans un premier temps, et puis elle est venue me retrouver. Figurez-vous qu'elle est venue me retrouver avec ses yeux doux parce que j'ai mis les points sur les i, comme on dit. Hein. Oui, je comprends. Et puis elle est venue et puis ça s'est passé 4 mois sans souci. Et puis après, comme on dit, ça revient au galop. Hein, on ne change pas les caractères. Donc voilà. Bien sûr. Donc, oui, et puis là, évidemment, vous ne vous voyez pas quitter. Évidemment, lui poser un ultimatum entre guillemets, et d'autant plus la quitter alors qu'elle est malade. C'est pas possible. Oui, je comprends. Vous seriez. On n'abandonne pas un chien qui est malade. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. On le fait pas d'un. Oui, je comprends. Ce que je veux dire. Ce n'est pas possible. Bon. Non. On va accueillir Chantal qui veut également réagir. Votre histoire fait réagir, Jean. Vous souhaitiez des conseils, et c'est compliqué parce que vous savez vous-même où vous allez. Finalement, vous savez. Mais merci. Je voudrais bien avoir des conseils aussi d'une personne féminine. Voilà. Oui, justement, on va accueillir Chantal. Bonsoir, Chantal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, je vous écoute tous les jours. Hein. Bon, moi, je suis à peu près dans la même situation. J'ai 65 ans. Oui. J'ai mon appart et tout. Je vis avec un ami, mais il ne vient pas tous les jours chez moi. Hein. Vous pouvez parler un peu moins près du combiné, s'il vous plaît, Chantal, parce que oui, Fifi me dit que on entend, pas trop. Voilà. Bon, merci. Alors, voilà, c'est tout. Et moi, j'ai écouté le truc de Monsieur Jean avec son fils qui faisait le barbecue et tout. Moi, je comprends pas pourquoi qu'elle est jalouse parce que le monsieur fait avec son fils. Ça, c'est moi, j'ai 2 enfants aussi. Alors, je ne comprends pas pourquoi qu'elle est jalouse de ça. Qu'elle soit malade ou pas, moi, au contraire, je me fais disputer parce que je me fais pas soigner. Déjà une. Et en plus, pourquoi, si on nous invite, on part, on se fait un petit week-end tranquille, le lundi, on revient chez nous, le mercredi, on se rencontre. Enfin, moi, c'est ma vie à moi. Mais qu'on en veuille aux enfants, ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et ça, c'était avant, d'ailleurs, elle était jalouse déjà, même y compris par rapport à votre fils. D'ailleurs. Vous êtes d'ailleurs très jalouse, d'accord. Mais est-ce que Jean, est-ce qu'elle a manifesté... Si mon compagnon parler avec quelqu'un d'autre, c'est frustrant. Je tremble, ça m'énerve. Voilà. Ouais. C'est la comparaison. Oui, mais là, on voit bien, Chantal, c'est pareil. Jean nous explique que depuis que, il a appris que cette femme était malade, finalement, il passe sur beaucoup de choses. Il est indulgent sur beaucoup de choses. Oui. Et y compris d'ailleurs sur cette relation qui vous satisfait
plus tellement parce que vous aspirez à autre chose. Mais vous vous sentez responsable d'elle, hein, c'est ça? Vous êtes quelqu'un de très responsable. Vous vous sentez responsable de cette femme? Oui, parce que je vais vous dire, elle est seule, toute seule. Oui. Et puis on a passé des très bons moments. Hein. Il y en a eu des très mauvais. On est bien d'accord. Et puis cette maladie-là, comme je vous l'ai dit, moi, m'a emporté 7 personnes de ma famille proche. Hein. Donc malheureusement, ça nous est tombé dessus. Vous avez mis le haut-parleur, Jean? Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui a mis le haut-parleur, me dit Fifi. Non, pas moi. Bon. Pas moi, je n'ai pas de haut-parleur du tout. Donc ces 7 personnes de ma famille sont parties, bien sûr. Bon, c'est la vie, hein, loin de là. Ça nous est tombé dessus, on s'y attendait pas. Et puis elle était jalouse déjà bien avant tout ça. Hein. Mais c'est surtout une certaine forme de jalousie de nos enfants. Elle est aussi jalouse de sa fille. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle veut son copain à elle. Point barre. Mais moi je lui ai dit, écoute-moi bien. Je lui ai dit, moi j'ai des amis, toi tu as des amis. Voilà, c'est complètement différent. J'ai dit, moi j'ai besoin de me ressourcer aussi avec mes amis, toi aussi. Elle ne le comprend pas. Voilà, ce qu'on peut espérer de toute façon pour elle déjà, c'est qu'elle puisse aller mieux, qu'elle puisse déjà même être en rémission. Et vous, comme ça, vous vous sentirez peut-être un peu moins responsable dans le sens de devoir être présent à ses côtés pour l'aider à traverser cette épreuve. Et peut-être effectivement là, vous verrez les choses différemment. Écoutez, moi, tout ce que je demande déjà, tout ce que je demande, c'est que, bien sûr, que cette maladie-là soit en rémission et qu'elle s'en sorte, parce qu'on ne souhaite pas de la misère à qui que ce soit, même à son meilleur ennemi. Exactement. Hein, mais je tiens aussi à dire que pour moi personnellement, c'est un passage très douloureux. Et elle me fait subir aussi ce passage-là à moi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut quand même vous protéger, que vous ne devez pas tout subir. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, d'ailleurs je reçois au même moment où vous parlez un message qui dit il y a plusieurs problèmes évidemment dans votre situation. La maladie et la relation à votre fils, sans parler de l'abandon, mais il faudrait pas pour autant devenir l'otage de sa maladie, d'autant, dit cet auditeur, que monsieur a l'air, et c'est vous Jean, a l'air très élégant avec cette femme et qu'elle vous fait culpabiliser. Bon, alors c'est pas parce qu'elle est mal et ça justifie pas tout non plus, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous protégiez dans cette histoire et notamment peut-être en lui disant que vous ne pouvez pas, vous voudriez encore une fois dire que vous aimeriez partager davantage et elle devrait le prendre comme une formidable preuve d'amour et aussi une formidable chance qui est donnée parce que malheureusement il y a combien de femmes qui se retrouvent comme ça touchées par la maladie dont le mari ou le compagnon part, d'avoir un compagnon, avoir un homme aussi aimant, aussi présent, c'est une chance merveilleuse qui lui est donnée. Oui, il faudrait aussi qu'elle puisse en profiter. Qu'elle puisse en dialoguer. Je lui ai dit. Mais vous savez, moi, mon petit... Attendez, ne parlez pas en même temps parce que là, il y a quelqu'un qui parle plus dans le combiné et puis il y a quelqu'un qui parle en même temps, donc on se comprend pas. Parlez bien dans le combiné et pas en même temps. Mais alors, il y a Dany qui dit peut-être que votre compagne est plus dans la projection, pas dans l'avenir, du fait de sa maladie, et c'est là où ça complique aussi la donne, c'est-à-dire que vous sentez bien que c'est pas le moment de dire j'aimerais que voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir, est-ce que notre relation va évoluer, toute son énergie est peut-être utilisée pour combattre la maladie. Un déménagement peut être une source d'angoisse supplémentaire dont elle n'a pas envie pour l'instant. Donc, pour l'instant, vous pouvez trouver un modus vivendi en attendant qu'elle traverse cette épreuve, qu'elle fasse sa chimio, le traitement, restez à ses côtés et vous verrez après quelle vie. Parce que, je vais dire, si cette femme, elle se rend compte de la chance qu'elle a d'avoir un homme aimant à ses côtés, qui lui tient la main, vraiment, à tous les sens du terme pendant cette épreuve. Elle peut aussi, je disais oui, si ça n'a pas évolué en 3 ans, je vois pas pourquoi ça évoluerait maintenant votre relation. Peut-être que cette épreuve de la maladie peut lui faire prendre conscience à quel point vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter aisément, et peut-être que ça peut lui donner, une fois qu'elle ira mieux, l'envie de s'engager comme vous le faites avec elle. Voyez, ça peut aussi la faire évoluer. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Si c'est pas le cas, dans un moment où elle ira mieux, il ne faudrait pas que ça vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez, Jean. C'est-à-dire que vous avez un vrai désir de construction, d'autant que vous êtes quelqu'un de bien. Comme le dit cette personne, il ne faut pas que vous deveniez non plus otage.
Voilà. Voilà. C'est ce que je me posais la question, c'est que non seulement non, je ne suis pas otage parce que je sais prendre des décisions pour me barricader un petit peu, mais après je me dis bah ouais, tu ne barricades pas trop parce que voilà, il y a ça et ça et ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, ok, je me barricade pendant quelques heures parce que j'en ai besoin, hein, bien sûr, hein, loin de là. J'en ai besoin, moi, d'être avec mon fils, ma fille. Oui. Et comment Oui. Et mes amis, les copains, hein, parce que vous savez, les amis, c'est beaucoup plus important des fois que l'amour. Oui. Hein, ils sont toujours là. Bien aussi. sûr. Et vous avez besoin, vous, de vous ressourcer aussi. Oui, et puis il faut surtout pas les oublier parce que quand on est mal, et voilà. Mais je me dis que oui, peut-être que ça va la faire évoluer et les faire vivre. Voilà. Donc voilà. J'ai vos conseils. Bah, vous aviez déjà toutes les réponses en vous-même. Mais bon, ça vous a fait du bien d'en parler. Ça m'a fait du bien, oui. Je pense que j'ai bien cerné Pour le moment, c'est vrai que vous ne pouvez pas parler d'avenir. Elle est dans la maladie et vous verrez après. Voilà. Mais bien sûr. Bon, puis c'est vrai que ça fait du bien d'en parler surtout. Bon, voilà. Tant mieux. Bon courage à vous en tout cas. Et prenez soin de vous quand même, Jean. Oui, exactement, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup à vous, Michel, et à Chantal. Voilà, je remercie les auditeurs qui m'ont donné leurs conseils. Bonne soirée à vous. Je vous remercie et puis continuez bien l'émission. Maintenant, je vais vous écouter. Merci Jean. Au revoir Michel et Chantal. Bonne soirée. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Donia. Je prononce bien votre prénom ? Non, c'est Doina. Doina. D'accord. Voilà, c'est tout à fait roumain. C'est roumain, d'accord. Bon. Voilà, d'origine, et puis depuis 20 ans, je suis française. Bon. D'accord. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire. Hein. Écoutez, peut-être que beaucoup de femmes françaises m'envient parce que j'ai épousé un Français en 2004, mais moi, je suis arrivée en 2003 en tant que prof de maths avec un concours que j'ai gagné. Oui. Et puis, toute seule, je me suis débrouillée parce que lorsque mon contrat pour être prof au lycée pendant une année, ce contrat a fini, on m'a même pas reconnu le bac. Et j'ai dû me débrouiller, redevenir étudiante à 39 ans, c'est pas évident. Et j'ai fait j'ai refait, mon cursus, je suis redevenue étudiante et tout. Oui. Et puis le contrat français voulait que je sois mariée, que j'ai eu des... Comment ? C'était dans votre contrat, ça ? Il fallait que vous soyez mariée. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Pourquoi ? Pour que je vienne toute seule. Parce que le mur de Berlin, vous savez, il est tombé en 90, 89, mais on l'a reconstruit après. Le contrat en 93 était comme mon dossier, dans mon dossier. Oui. Voilà. Que je sois mariée, que j'ai une famille et que je vienne toute seule. C'est contradictoire. Il fallait que vous soyez mariée, mais que vous veniez toute seule, que vous laissiez votre mari en Roumanie. Voilà, il y avait les deux choses. Donc pour que vous ne restiez pas en France, pour que vous ayez envie de repartir, retrouver votre famille. Du coup, comme j'ai accepté ça, mon mari n'a pas été du tout d'accord, mais je lui ai dit que je suis mère, je suis épouse, mais que j'ai quand même un métier, que si j'ai gagné ce concours si difficile, quand même je ne vais pas louper ça, que si c'est un mec qui allait gagner un concours en France pour une année
et tout ça allait de soi, mais si c'est une femme, non, ça n'allait pas. C'était pour une année, c'est ça? C'était Au départ, pour une vous année, proposiez voilà. une année. Et dans Donc c'était le ces sacrifice d'une année, conditions-là, oui. Entre autres, en dehors de mes qualités, disons, d'enseignante, Oui. et ainsi de suite, bon, c'était dans les conditions. Bien sûr qu'il a pas été d'accord, mais après avoir gagné mon concours, il a divorcé. Lorsque je suis arrivée en France, c'est la première chose que j'ai reçue, qu'il a divorcé. Et bien sûr que j'ai perdu mes fils et tout ça parce que j'ai quitté le domicile. Hein. Et en quittant le domicile, je suis une mère indigne. C'est vu comme ça. Bon, je vais pas épiloguer sur ça parce que le temps est passé. Il y a 20 ans, et comme en Dumas, après 20 ans. Bon, mes fils... Alors vous n'êtes pas reparti, vous n'êtes jamais reparti en Roumanie finalement? Ah non, parce qu'une fois divorcée, déjà j'ai rempli mon contrat, oui. Je l'ai signé, et j'ai enseigné pendant une année, sans parler de tous mes problèmes de cœur et tout ça, mais bon, vous savez, on est un peu artiste, hein, dans ces métiers-là, comme vous, lorsque vous êtes à l'antenne, comme un prof, lorsqu'il est devant les élèves. Un prof entre en scène aussi, il ne peut pas être malade. Notre vie personnelle compte pas. Et puis, je veux dire que je peux parler après 20 ans. J'ai eu gain de cause. Oui. Parce que mes fils sont venus en France après l'âge de 18 ans. Parce que jusqu'à leurs 18 ans, il fallait l'accord du père que j'ai jamais eu. Ils ont fait leurs études en France. L'un, bon, a fait Sciences Po. Et puis, bon, à la française, c'est pas la dermatologie. Comme on me dit souvent, et je branche pas... bon, Sciences Po, ce sont pas les sciences... Ils ont fait une belle carrière. Bon, ce sont des blagues à la française, voilà. Ouais. Et vous, alors, qu'est-ce qui vous amène vers moi ce soir? Qu'est-ce qui se passe outre ce parcours que vous nous décrivez? Voilà, tout ce parcours qui d'un côté est bon. Oui. J'ai pas voulu être seule. Et je me suis mariée en 2004. Disons, tant que j'ai pas eu la nationalité française, j'ai pas voulu importuner qui que ce soit. Parce qu'on me disait, c'est là, qu'est-ce qu'elle veut, la nationalité et tout ça. Non, toute seule, par moi-même. Oui, vous ne vouliez pas que ça soit relié. Donc, vous avez fait les démarches pour obtenir la nationalité que vous avez obtenue. Vous êtes mariée après. Je me suis mariée en 2004. Hein. Bon. Avec un Français? Oui. Oui. Et puis qui est très gentil et tout ça. Bon. Mais disons, il y a des choses qui vont pas. Et ce soir, pourquoi je vous appelle ce soir, finalement, c'est parce qu'il trouve normal d'avoir des agressions physiques au-dessus de moi, parce que d'après lui, je suis agressive verbalement. Et verbalement, ce ne sont pas les mots, c'est la tonalité. Alors là, excusez-moi, cette tonalité, peut-être que l'accent ou autre chose, bon, j'avais des classes de 40 élèves en Roumanie, en France, peut-être que de temps à autre, je suis ex-cathédra, donc je parle comme ça. Vous lui faites la leçon et ça lui plaît pas? Bon. Oui, mais d'ici à être agressif... Oui, enfin, combien même vous seriez agressive en parole ou dans votre intonation, ça ne justifie pas qu'il lève la main sur vous. Bon. C'est ça qui me fait vous appeler, parce que ce soir, j'ai réalisé que dans sa tête, c'est normal.
Mais ça fait plusieurs fois que ça se fait produit plusieurs fois. Mais Et puis, sur quelques mois, sur quelques années sur des années. Et puis, c'est sûr que c'est la première fois que j'ai pris une baffe de ma vie. Et je disais, même si je la méritais, c'est pas digne, mais je sais pas, je viens d'autres mondes, j'ai d'autres idées, j'en sais rien. Ah non, mais ça je vous confirme. Enfin, bon, alors parfois il peut y avoir un échange dans un couple tourmente, il peut y avoir, ça peut arriver. C'est pas pour autant qu'on va parler de violence physique. Faut pas non plus. Il y a suffisamment, c'est un problème suffisamment grave pour qu'on ne noircisse pas le tableau, j'ai envie de dire. Bon, maintenant, ça dépend. Vous savez, ce que vous entendez, est-ce que vous êtes tombé, c'est-à-dire est-ce que vous êtes tombé dans quelque chose d'assez régulier où votre mari lève la main sur vous? Régulier et ce qui est terrible, c'est que c'est la normalité. Hein. Ça devient votre normalité. C'est d'après lui, et c'est pas d'après moi. Oui, non, mais vous avez raison, ce n'est pas la normalité. Vous être quelqu'un qui a quand même du tempérament, du caractère. Votre parcours en témoigne. Vous êtes quelqu'un qui ne vous laissait pas arrêter par les obstacles. Non. Bon. Donc, qu'est-ce qui fait que depuis des années, vous acceptiez ça alors que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas digne, pour reprendre ce que vous dites? Je suis dans le Jura. Oui. La première fois... c'était anodin, quoi. Une Roumaine perdue ici, heureusement, c'était en 93. Il n'y avait pas encore l'image qu'on a de la Roumanie et des femmes roumaines qui arrivent ici. Je suis venue pour enseigner, et ainsi de suite. Et puis, j'étais l'étrangère. Et puis, j'ai connu quelqu'un d'ici. J'étais divorcée et tout, et je savais pas comment me comporter en tant que femme seule. J'étais mariée pendant 20 ans, hein. Et en plus, j'étais jamais partie à l'étranger. Alors là, ici, j'étais la cible, j'étais la connasse du coin et du monde. Mais justement, par rapport au parcours que vous avez eu, au fait que vous avez, c'est pas simple, mais comme vous dites, vous avez gagné ce concours. Pour vous, c'était une opportunité de venir, de voir un autre pays, et finalement, votre mari en Roumanie. Non, l'opportunité c'était pour venir enseigner les mathématiques. Pour venir enseigner. Vous avez raison. Vous n'êtes pas venu. Vous avez raison de me reprendre. Non, je suis pas venue en tant que touriste. Voilà, c'est une différence. Bon, vous avez raison de me reprendre. C'était le venir enseigner en France, et en même temps, ça vous faisait voir. C'était aussi une magnifique expérience. Ouh là là, mais attendez, ne revendiquez pas comme ça. Je suis pas en train de dire. C'est comme si. Vous êtes comme mon mari, hein, maintenant vous le Non, mais finalement, je vais le comprendre, votre mari. Mais enfin rassurez-vous, je vais pas vous taper dessus, moi. Je suis pacifiste. Voilà. Non, mais on sent qu'il y a chez vous ce côté-là. On le sent effectivement, comme si vous vous sentiez pas légitime. Attendez, comme vous dites, tout ce que vous avez eu, vous l'avez amplement mérité. On sent bien, mais je l'entends. Mais on a l'impression que vous devez vous justifier. Voyez, vous avez mal interprété. C'est vrai que vous avez eu raison de me reprendre, parce que ça pouvait laisser penser que vous étiez venu, ce concours pour vous, c'était l'opportunité de découvrir un autre pays. Et vous avez raison de me dire que vous ne veniez pas en touriste, c'était pour vous l'occasion d'enseigner. Soit. Mais je veux dire, après tout ce que vous avez, mais oui, je comprends. Et tout ce que vous avez eu, vous l'avez gagné de haute lutte. Mais on a l'impression qu'encore aujourd'hui, c'est comme si vous deviez vous justifier et que votre place, elle n'était pas légitime. Pourquoi? La vie me fait tout le temps me justifier depuis 20 ans. Non. En 20 ans, depuis 20 ans, vous n'auriez plus à vous justifier dans les faits. En tout cas, pas aux yeux de votre mari. Normalement, votre mari, lui, il vous aime pour ce que vous êtes. Bon. Autour des autres. Non, mais attendez, si avec votre... En 2004, on m'a dit, pourquoi tu l'as épousée? On lui a dit, vous vous êtes mariés, pourquoi? Pour qu'elle obtienne la nationalité. Je dis, la nationalité, je l'ai depuis 99, par moi-même, je la dois à personne. Non, mais et on est d'accord, mais il faut pas que vous vous sentiez... Voyez, je suis agressive. Non, mais on a l'impression que vous deviez... c'est comme si vous deviez, revendiquer maintenant tout ce que vous avez obtenu. Ouais, c'est un sacré parcours. C'est mon quotidien. Ouais, mais pourquoi vous vous sentez agressé comme ça dès qu'on parle? Parce que c'est mon quotidien. Je me sens comme ça parce que c'est pour répondre à ce qu'on me sert.
Mais parce que les relations sont devenues plus difficiles les derniers temps, vous trouvez, particulièrement par rapport aux Roumains? Non, pas du tout. Non, mais je pose la question. Il y a aussi actuellement un climat très particulier par rapport aux Roumains où c'est. Non. Bon, on vous laisse tranquille avec ça. Non, j'essaye de comprendre pourquoi vous devez comme si vous aviez le sentiment que vous deviez toujours vous justifier parce que vous devez rien à personne. Vous le dites vous-même. Je me dis à moi-même et les autres ne m'entendent pas. Bon. Alors écoutez, en tout cas, ce que vous pouvez faire par rapport à votre mari, c'est vraiment si ça continue, ces violences et que vous êtes tombé là-dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous continuez avec lui? Pourquoi vous ne le quittez pas? Parce que vous êtes autonome finalement, vous ne voyez? Écoutez, il y a ça aussi, et c'est le fait que j'aime. Et puis j'ai pris le mieux de ce que je trouvais. Vous aimez toujours cet homme? Ah oui. Bon, écoutez alors. C'est pas pour rien que je suis depuis 99 avec lui. Et que vraiment, je l'ai pris ici où j'étais confinée, dans le Jura. Mais à ce moment-là, proposez-lui, puisque lui trouve que vous lui parlez mal ou il se sent agressé. Écoutez, mon accent et puis non, mais attendez, tonalité. Doina. C'est pas votre accent. J'aime bien l'accent, c'est bien prononcé. Ah, vous voyez, je fais un effort parce que je dis je vais me faire engueuler sinon. Donc, non. J'ai fait attention. Moi j'engueule, c'est ça. C'est ce qu'il me reproche. Oui. Non, mais vous voyez, je parle pas bien, mais c'est la tonalité. Oui, mais Doina, justement, c'est même ce qui a fait votre charme, certainement. Il vous a épousé et votre accent n'était pas un problème pour lui. Vous lui plaisez avec ce tempérament-là, avec cet accent. Il est un peu perdu à côté de moi. Alors, certainement que votre relation a évolué, qu'actuellement vous rencontrez des difficultés. Non, pas actuellement, ça fait longtemps. Depuis un moment. Et j'ai l'impression que ça a fait déborder le vase. Bon, alors pourquoi ne pas lui proposer d'aller en parler à un thérapeute, à un conseiller conjugal, vous voyez, parce que là, lui se sent agressé, du coup, il devient violent, c'est pas tenable. Il se sent agressé. Bon. Et je lui ai proposé, déjà il y a 5 ans, parce que c'est pas d'actualité, mais vous savez, l'inertie et tout ça, et puis on pardonne, et au fur et à mesure qu'on pardonne, les choses s'accumulent. Et maintenant, ce soir, lorsque il m'a dit avec une telle sérénité que c'était normal de me taper et de m'agresser physiquement. Oui, mais là, c'est pour ça qu'il faut vraiment y mettre un haut là. Parce que là, il y a quand même une escalade et il sait très bien, il sait au fond de lui que c'est pas normal. Et je pense qu'il attend de vous quand même une réaction. Et de dire que là, moi, j'attends de lui quand même, parce que lui, il attend. Oui, mais alors à force de tout attendre l'un de l'autre, il se passera rien. Vous allez rester sur un statu quo où ce qui se passera, c'est une escalade, de la violence. J'espère que non, parce que moi, j'ai appelé la police à plusieurs reprises à cause de lui. Ok. À ce moment-là, oui, mais si vous voulez... on m'a donné raison, même si je suis alors maintenant, il faut aller... d'origine. Non, mais Doina, revenez pas là-dessus. C'est pas parce que vous êtes étrangère qu'on a le droit de vous taper dessus. Ça a pas de sens, ça. C'est à lui à lui dire, pas à moi. C'est ce que je lui Non, mais là, vous braquez, voyez, vous n'entendez pas. Je pense franchement qu'il faudrait que vous alliez parler de votre problème en disant, bon, puisque vous tenez à lui et que lui, visiblement, tient à vous aussi, tient à lui, bon, allez en parler parce que la violence n'est pas acceptable. Voilà. Donc, bon courage et prenez rendez-vous pour parler de tout ça. Au revoir, Doina. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous
sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h et vous pouvez me parler de vous en appelant le 39 21. D'autres auditeurs se joindront peut-être à nous s'ils se retrouvent dans votre histoire. Et d'ailleurs, justement, si un témoignage fait écho à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à vous manifester par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant tous vos messages par le mot nuit. On va écouter un petit peu de musique, ça va être Bernard Lavilliers et après nous accueillerons Aline. Bonsoir Aline. Bonsoir Caroline. Bonsoir et merci beaucoup de votre patience. Paul m'a dit que vous aviez patienté gentiment, sans vous plaindre, sans rechigner. Donc merci. Écoutez, je voulais vous féliciter, moi, de votre patience aussi d'ailleurs et de votre clairvoyance. J'écoute votre émission depuis au moins 12 ans. Ah oui, donc je suis grande très fidèle. Oui, et très je très fidèle. Qu'elle est très vivante, très enrichissante et vos conseils très judicieux la plupart du temps. Donc, merci. C'est la première fois que vous appelez en 12 ans j'ai écouté très très souvent, mais j'ai pas toujours osé appeler, voilà. D'accord, donc c'est la première fois. Merci de participer, parce qu'il faut la faire vivre, cette émission, en appelant aussi. Oui, donc 39-21, jusqu'à 1h. De ma petite fille. Oui. Bon, j'ai 76 ans, donc je suis une grand-mère. Oui. Je n'ai qu'une petite fille qui a 12 ans. Oui. Avec qui j'ai eu une très grande complicité jusqu'à présent. Je l'ai fait voyager, on est allé à Venise, aux Canaries, elle a de la chance. En Espagne, enfin un peu partout. Oui, et vous voyagez toutes les deux? Oui, parce que ses parents travaillent, alors je l'ai pendant les vacances. Oui, ça vous fait de... il y a une autre grand-mère aussi qui la prend en hiver, parce que moi je suis pas du tout skieuse, alors elle va skier avec l'autre grand-mère. Mais le reste du temps, la plupart du temps, c'est moi... Et ça se passait, je parle à l'imparfait, ça se passait bien, on était très complices, elle était ouverte, bavarde, joyeuse, voilà, très dynamique. Et puis depuis Noël, pratiquement, elle est en 6e. Hein. Alors, elle est en 6e, dans une classe, paraît-il, très agitée, et elle a beaucoup changé, au point que je la reconnais plus, et qu'elle est devenue... je sais pas, différente, pénible, c'est le début de l'adolescence, vous me direz, mais... À ce point-là, je pensais pas que ça allait si vite. Oui, vous voyez. Oui. Et parfois, il y a des garçons et des filles, qui. Elle fait plus que son âge physiquement, à mon avis. Chose du 39. Enfin, vous voyez. Oui, c'est compliqué. Maintenant, enfin bref. Et elle est devenue fuyante. Elle est pianote sur son portable toute la journée, voire la nuit. Elle a les cheveux devant la figure, vous voyez, on dirait un ours, là, on voit plus ses yeux, plus son visage. Elle se cache un peu en même temps. Elle se cache, elle répond par bof, vous voyez le genre, monosyllabique, bon, ce qui fait que... l'ado typique, hein, oui, mais... et rapide, c'est ça. Que j'aurais encore au moins un an, et là, soit elle est précoce, soit je ne sais pas. Puis je crois que dans la classe, elle s'est fait le rôle de la charmeuse, parce qu'elle est très jolie en plus. Oui. Alors, elle réussit pas mal dans ce rôle de charmeuse et de pitre, accessoirement. Bon, alors, je crois qu'elle passe son temps à ça, au lieu d'écouter les profs, alors dérive scolaire, alors qu'elle était plutôt bonne élève, sans être géniale, elle était bonne, disons, jusque vers Noël. Et puis maintenant, ça a plongé complètement. Elle s'occupe plus du côté scolaire, quoi. Et oui, parce qu'elle est trop préoccupée par autre chose, par le fait de plaire, d'avoir des amis. Voilà. Alors, j'avoue que ça m'a choquée profondément. Oui, ça vous a déstabilisé parce que la transformation est brutale. Oui, parce que Noël, c'était plutôt bien passé. Et oui, parfois, c'est ça, on se retrouve avec des enfants très attentifs, très tendres, qu'on peut câliner, qui sont très en attente de notre compagnie. Et puis, on se retrouve d'un coup avec des grands dadés qui se désintéressent de nous, qui s'intéressent, vraiment, qui sont sur leurs écrans et puis qui sont et c'est vrai que parfois c'est dur de... Et puis j'étais avec elle, je l'emmène dans un village club
parce que je veux qu'elle soit avec d'autres enfants, comme elle est fille unique. Oui, oui, alors, il y avait une grande piscine dont elle a fortement profité, j'en étais très contente. Comme dit Laurent, elle a de la chance de vous avoir, hein. C'est bien d'avoir une grand-mère comme ça. J'aime bien aussi les piscines. Bon. Mais le soir, il y avait des spectacles, et puis qui finissaient vers 11h par là. Oui. Bon, j'y allais un peu au début, puis après je rentrais, moi. On habitait près du bâtiment, là. Oui. Et puis mademoiselle, elle rentrait pas du tout. Elle est rentrée à minuit et demi. Alors, il y avait un grand parc autour, mais Dieu sait avec qui est-ce qu'elle faisait. Oui, elle est petite, elle est jeune, hein, encore. Elle a que 12 ans, c'est très jeune. Elle a 12 ans et 3 mois exactement. Bon, enfin, c'est vraiment... Et puis, elle me disait rien de ce qu'elle faisait, quoi. J'étais avec mes potes, voilà, c'est les réponses que j'avais. Mais voilà, le côté très laconique, quand ils ont dit ça, ils ont tout dit, oui. Voilà, puis je tends tout son linge à droite, à gauche, sauf dans la cuvette qui était préposée au linge sale, enfin, vous voyez. Ah oui, puis... c'est vraiment, vous décrivez le tableau classique, hein. Il y a beaucoup de parents et de grands-parents qui doivent se retrouver là, hein. Vraiment. Voilà. Bon, alors, vous allez l'amener cet été, là? Vous avez prévu... J'ai pris une décision. Oui. Je suis plutôt gentille de nature, je crois. Oui. Mais là, j'ai dit à mon fils, qui est donc son père, j'ai dit, écoute, je veux savoir avec qui elle est et où elle est. Alors, comme je ne peux plus garantir sa sécurité, je veux bien la prendre 8 jours, là, en juillet, disons, avant qu'elle parte avec son père d'une part et sa mère d'autre part, parce qu'ils sont en garde alternée, mais ils s'entendent bien, hein. Voilà, alors je la prendrai chez moi, à Paris. Oui. Ça sera peut-être moins joyeux, mais enfin au moins je serai plus tranquille. Oui, vous pourrez contrôler. Parce qu'elle n'est pas à Paris, votre petite fille. Si, mais elle est à l'autre bout de Paris. Oui, mais enfin à Paris, mais c'est bien parce que je trouve que ça recadre. Elle est à un âge où encore vous la remettez quand même. Bon, ok, elle a ses amis, elle veut plaire, elle veut séduire, elle se prend pour une grande. Mais la ramener quand même à un âge où vous pouvez encore partager des choses et où elle peut avoir, quand elle sera en dehors de sa bande, de son lycée ou de son collège où elle a un rôle à jouer, où elle se définit par rapport aux autres. Elle peut retrouver du plaisir à faire des choses avec vous en tenant compte évidemment de ce qu'elle aime et de ce qu'elle aime faire, mais où elle peut se retrouver un peu dans une bulle aussi, parce que ils ont ce côté quand ils grandissent comme ça très vite, où ils veulent s'émanciper. Aussi, vous voyez, il y a une espèce de... Elle est survoltée en groupe. Bien sûr. Parce que comme elle est fille unique, chez elle, c'est assez calme. Enfin, à l'école, elle n'arrête pas de faire la folle, et on l'accuse d'être indisciplinée, agitée, bavarde, enfin toute la litanie. Et c'est vrai, je crois. En même temps, ça veut dire que le côté positif, c'est qu'elle est très sociable, c'est qu'elle se fait des amis. Elle était très sociable, mais là, je me demande à la limite. Alors, mon fils, je lui en ai parlé, mais il me dit, mais t'inquiète pas, ça lui passera, c'est l'adolescence, je gère. Bon, c'est bien, ils ne sont pas dépassés. Oui, bon, c'est bien. À mon humble avis, je crois qu'ils font l'autruche, moi, mais enfin... C'est-à-dire qu'ils veulent... Alors, je l'ai parlé un petit peu à elle par téléphone, là, parce qu'on lui a enlevé son téléphone, tellement c'était du délire, une véritable addiction. Oui. Alors, sa mère, qui est peut-être un peu plus tonique que mon fils, a réussi à lui enlever son téléphone. Alors, du coup, elle s'ennuie à mourir. Alors, elle m'a dit, je m'ennuie. Elle avait une voix d'outre-tombe. Dimanche, ça m'a tendu le cœur. Je m'ennuie. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Mes devoirs. Enfin, voyez, elle montrait bien que, elle était très contrariée. Mais bon, après tout, si, vous voyez, ça veut pas, elle peut lui enlever provisoirement parce qu'elle est tombée dans l'excès, dans l'abus, elle est toujours pendue à son téléphone. Donc, après tout, sa mère a bien fait. Mais c'est vrai que vous enlevez un téléphone, vous leur enlevez leurs écrans, c'est la déprime, hein. Ça va plus, ils sont plus reliés aux autres. Mais elle a une voix de déprimée. Oui. Enfin, ils savent bien aussi faire. Elle montrait vraiment qu'elle en avait marre. Leur humeur est très changeante aussi, hein. Vous pouvez la voir là, et puis elle aurait vu ses copines ou quoi, et puis une heure après, elle est à nouveau très excitée. Vous voyez, il faut pas trop vous fier. Alors, je lui fais faire des sketchs, elle adore ça. J'ai dit, mime-moi ton prof de maths, par exemple. Enfin, alors elle aime beaucoup, elle fait de la danse. C'est sa grande passion. C'est une bonne danseuse, d'ailleurs. Elle a fait 5 ans de danse. D'accord. Bon. Et elle est très gracieuse en danse, elle est douée. Oui. Mais je crois qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Mais c'est bien déjà que ça l'intéresse. J'ose plus l'affirmer maintenant, parce qu'elle a l'air... Oui, ça peut changer. Maintenant, elle se fout de tout, m'a dit l'autre jour. Oui, en apparence. Ça ne veut pas dire qu'il reste pas très sensible aux remarques des proches, des parents, des grands-parents, de ce qu'ils aiment. Ils ont l'air, en apparence, de se ficher de tout et d'être indifférents. Et pour autant, ils sont très, très, très dépendants du regard d'autrui. Alors évidemment,
des pères, des copains et des copines, ils se définissent, ils s'habillent de la même façon, il faut se faire sa bande, c'est-à-dire que on commence à se séparer de ses potes, comme elle dit, mais parce que on se sépare de ses parents avec qui on fusionnait pour se trouver une autre bande avec qui on fusionne. Il faut être habillé. Il faut remplacer, c'est ça, on passe d'une dépendance à une autre. Pour autant, ce que pensent les parents, les oncles et tantes, les grands-parents, enfin tous ceux qui sont proches, est très important. Oui, mais c'est très important encore. Donc il faut veiller à ne pas les blesser. C'est-à-dire qu'on peut s'opposer à eux, évidemment, quand on n'est pas d'accord, comme l'a fait sa mère quand elle a dit bon, maintenant le portable ça suffit, parce qu'elle avait dû lui faire des remarques et elle n'arrêtait pas. Ah bah oui, mais elle n'entendait pas. Alors mon fils, je vais vous dire un truc qui est assez révélateur. Elle avait un autre portable avant. Et un jour, mon fils, après lui avoir dit 10 fois tu poses ton portable, on s'occupe de l'anglais ou je sais pas quoi. Elle n'a pas du tout réagi. Il a pris le portable et il l'a piétiné violemment. Il l'a réduit en miettes. Mon fils est un peu impulsif. Et il n'a pas la patience de sa grand-mère, sa mère. Oui, vous pouvez dire ça. Il a pris une crise, quoi. Mais je peux le comprendre. Je n'ai pas approuvé. Hein, mais... Non, mais c'est vrai que c'est un côté très exaspérant. Plus, surtout qu'il bosse beaucoup. Alors quand il arrive et qu'il t'assoit de scène, il devient fou. Ils sont rivés sur leur portable et vous leur parlez, ils vous répondent pas, quoi. Ou alors c'est des réponses très laconiques. Alors des zombies en apparence, parce qu'en fait ils sont tout le temps connectés aux autres et en fait quand même très sensibles à ce qu'on peut leur dire. Hein. Oui, mais c'est un âge où on est très martyr du coup maintenant. Oui, bien. Un peu la martyre. Bon, en tout cas, c'est compliqué. C'est ce que dit Brigitte. Ça peut basculer très brusquement à cet âge. Il va vous falloir patienter, avoir beaucoup de tolérance. C'est dur à vivre, et parce qu'elle dit ne vous attendez pas à ce que son comportement change dans l'immédiat. Je sais bien que les crises d'adolescence. 40 ans, pour tout vous situer. J'ai enseigné 40 ans. Il faut une certaine patience, des nerfs d'acier, et j'ai connu le collège, le lycée, les classes prépa. Oui, j'ai eu toute la gamme. Oui. Mais c'est pas pareil le rapport qu'on a avec sa petite fille. Bien sûr. Parce que c'est purement, c'est affectif. C'est très affectif. Il n'y a pas le rapport d'autorité en principe, ou le moins possible. Moi, je tiens pas à faire la gendarme avec ma petite fille, vous voyez. Alors, c'est différent d'un rapport, je me faisais plus respecter de mes élèves que d'elle. Oui, évidemment, parce que là, vous êtes sa grand-mère, vous n'êtes pas son professeur. Puis on a été vraiment très fusionnels. Oui, mais vous savez, ça, c'est ce que dit Laurent aussi, les moments que vous partagez, ils sont là, ils sont présents. Donc, même si elle est un peu différente, en plus, ça dépend aussi ce qui se joue dans une classe parfois. Vous voyez, elle peut être dans c'est une classe infernale. Hein. Bon. D'après, mon fils est allé voir le prof de maths, et il lui a dit ils sont très agités. Voilà, il y a des groupes, il y a des phénomènes de groupes. Donc parfois on voit des jeunes gens dans des classes qui prennent un côté un peu pénible, un peu arrogant, un peu insolent, et puis finalement dans d'autres classes. Dispatcher la classe. Oui, mais ils ont raison. Ça ne soit pas les mêmes qui se retrouvent en 5e, parce que les profs ils en peuvent plus. Oui. Et je peux comprendre. Hein. Alors en même temps, elle est fille unique, donc là elle a particulièrement besoin de ce contact, de ces échanges avec les autres. Hein. Et ça montre qu'elle a, au niveau, tout en ayant été fille unique, elle n'est pas en difficulté pour créer des liens avec ceux de son âge. Donc c'est très bon signe, ça. C'est le bon côté des choses. Chez son père ou chez sa mère, qui habitent presque là à côté de l'autre pour l'école, quoi, et qui s'entendent bien depuis qu'ils sont séparés et assez en garde alternée, vous voyez. Une semaine maman, une semaine papa, mais ça se passe bien, il n'y a pas de conflit de couple. Mais vous savez, le fait que déjà ça va être les vacances, qu'elle va être hors du cadre scolaire. Avec notre mamie, puis un peu avec moi, puis un peu avec et là, son père, vous savez, ils ont des moments où il faut, tout ce qu'on peut dire c'est nul, tout ce qu'on peut faire c'est nul, ils n'ont pas envie qu'on s'occupe d'eux. Et puis, l'instant d'après, ils peuvent venir vouloir vous faire des câlins comme quand ils étaient tout petits. Oui. Et pour nous, c'est un peu déstabilisant parce que là, vous avez, comme vous dites, elle mesure du 39 et ils peuvent faire 1m75 et ils sont là comme des tout petits enfants. Oui, ils sont à la fois, ils sont dans ce côté fusion-séparation en permanence. Hein. Ils se cherchent. Elle pianote sur son portable et de l'autre, elle a une espèce de doudou qu'elle suçote comme un bébé de 2 ans. Voilà. Alors je dis, écoute, je vais faire une photo, c'est trop drôle. Enfin, vous voyez, je la prends beaucoup par l'humour, alors ça la fait un peu rire. Mais voilà.
Mais cette image, elle est très parlante. C'est ça, elle est connectée. Un énorme doudou dont elle ne peut pas se passer pour dormir. Ou quand elle regarde la télé, qu'elle se décontracte, elle est ma libellule, elle appelle ça sa libellule. Elle tête sa libellule et puis l'autre main le piano. Je dis, on aura tout vu. Et oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a. Et pour eux aussi, vous savez, replongeons-nous dans ces souvenirs. Alors c'est difficile on quitte l'enfance, et donc tout ce qui faisait l'enfance. La poitrine, enfin bon. C'est très perturbant. Parfois, on voudrait conserver l'enfance, on peut pas. On peut pas conserver l'enfance en soi. À être un peu évidemment. Mamie, et je m'amusais beaucoup avec elle. Oui, mais comme on peut s'amuser avec des enfants. Bof. Alors l'autre jour, j'ai essayé un jeu qu'elle aimait bien. Elle me dit mais je suis plus une petite fille. Oui. Je dis donc. Et oui, et à côté de ça, elle a sa libellule, quelle tête, bon, oui. Ou des fois, et elle a besoin de ces moments. Mais c'est-à-dire que c'est elle qui viendra vers vous. Et puis vous pouvez évoquer. C'est-à-dire qu'actuellement, oui, si elle se sent considérée comme une petite fille, ça n'ira pas. Mais elle pourra revenir chercher votre affection. Si vous voulez, il y a Brigitte toujours qui dit, elle a besoin de cette distance actuellement. Mais ça ne remet pas du tout. Je comprends théoriquement tout ça, mais le vivre, c'est différent. Vous voyez, ça fait un peu bizarre, quoi, vraiment. Mais ça remet pas en cause l'affection qu'elle vous porte. En ce moment, vous voyez, elle devait peut-être passer ce week-end avec son père, et je leur ai dit, écoutez, c'est pas la peine de vous casser la tête pour venir me voir. Je savais que ça serait un peu acrobatique pour eux, parce qu'elle est à la danse jusqu'à 4h le samedi. Bon. Alors, j'ai dit, écoutez, moi j'ai autre chose, finalement j'avais oublié, j'ai un peu inventé un pieux mensonge, parce que j'ai pas vraiment envie de la voir telle qu'elle est en ce moment. Voilà. Je préfère laisser passer un peu de temps. Oui, et la voir un peu moins. De la même façon que l'amener dans un club, ça peut être risqué si vous ne pouvez pas surveiller les fréquentations qu'elle peut avoir. Si tous les soirs vous devez vous battre pour qu'elle rentre à telle heure, je comprends. Je ne me battais pas, mais je constatais qu'elle rentrait fort tard. Et oui, donc il faut quand même être prudent. Oui, il faut être prudent. Oui, et puis alors, ne serait-ce qu'un truc, vous voyez, il y avait de la belle piscine, là, il y avait une petite porte pour rentrer à la piscine. Non, elle voulait pas rentrer par la porte, c'était trop simple. Alors elle escaladait un mur, il y avait un grillage au-dessus, elle passait par-dessus le grillage, enfin bon. Elle faisait le mur. Et oui, c'était du délire. Ça. Bon, alors, il y a Catherine qui dit, rassurez-vous, j'ai la même à la maison, une semaine en vacances avec elle, je suis revenue épuisée, mais j'ai quand même géré, c'est ma nièce et je l'aime. Oui, moi aussi j'ai géré, mais j'étais fatiguée, et puis j'étais dépossédée de moi-même, d'une part, j'étais un peu sur le qui-vive, tout en voulant pas le montrer, hein. Et finalement, elle voulait aller manger avec ses potes. Bien sûr, alors à table, j'étais toute seule. Bon, mais je l'acceptais. Mais oui, mais elle se comporte comme une enfant. Que tu ailles manger avec tes potes, plutôt que tu aies l'air de t'ennuyer avec moi, je lui ai dit. Parce qu'avoir des cheveux dans une assiette, moi, ça me branche pas, hein, je lui ai dit. Alors... Tout ça, il y a quelqu'un qui dit, tout ça a l'air finalement très normal. Il est bon que ce temps puisse avoir lieu. Maintenant, dans cette période mouvante, soyez, vous, un roc d'amour, quelqu'un qui doit avoir lu Marcel Ruffo, parce que il y a le dernier, il y a Ruffo qui a écrit son livre, La grands-parents à vous de jouer, justement. Je l'ai le bouquin. Voilà. Bon, et je suis tombée à la bibliothèque l'autre jour sur un autre livre de Ruffo et d'une dame dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait Votre ado. Et c'était un bouquin alors plus épais, plus avec toutes les conduites à risque des ados, scarification et autres. J'ai presque refermé tellement c'était horrible. Mais c'était vécu, hein. Enfin, c'était du vrai, quoi, pas de la fiction. C'est là où, à travers des lectures, c'est ce que dit Brigitte, le fait de comprendre intellectuellement, ça peut aider à mieux supporter. Ce qui est là, c'est une épreuve. C'est vrai que c'est difficile et c'est douloureux, et ça l'est pour les parents de voir les enfants qui sont dans ce détachement. Ans et quelques. Moi, j'ai eu quand même pas mal de maladies. Je les ai traversées, cancer, opération à cœur ouvert, etc. Bon, je suis pas très costaud, je traverse en général et je ressors jusqu'à un certain point et un certain moment. Mais enfin, ça m'affecte presque plus qu'une maladie, vous voyez, parce que c'est dans l'affectif. Mais c'est dans l'ordre des choses. Vous voyez, il y a Poupie qui dit, n'ayant pas connu mes grands-parents, je la trouve vraiment merveilleuse, cette grand-mère. Écoutez, c'est la réputation que j'avais, mais là, j'ai envie de me retirer dans ma bulle. Mais non, n'en doutez pas. Elle a toujours besoin de vous différemment. Puis c'est des périodes. Et oui, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai 46 ans, je passais les vacances scolaires chez mes grands-parents. Et ça me saoulait. Nous n'avions à l'époque aucun écran, mais nous avions les premiers Walkman.
Oui. Je passais toutes mes journées avec ça sur les oreilles. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un passage inévitable. C'est bien, il faut être patient là aussi, et puis... Et vous voyez, il y a Laurent qui dit aujourd'hui, je suis retournée dans la maison de ma grand-mère. Laurent qui a envoyé déjà des messages. Ma grand-mère n'est plus, les parfums du jardin m'ont secoué, je suis repartie dans mes souvenirs qui me sont si chers. Alors, Laurent qui est forcément très ému quand il vous écoute parler de votre petite fille et de tous ces moments que vous passez avec elle. Et même là, le fait de... c'est émouvant, voilà, tout ce que vous pouvez vivre avec elle, y compris, cette adolescence que vous traversez. C'est pas parce qu'elle est très précoce, parce qu'elle est précoce, que ça peut pas... Elle peut s'apaiser. Oui. Oui. Mais par exemple, on fait un album, on en a fait 4 ou 5 d'ailleurs, de tous les voyages qu'on a fait ensemble. Et elle aimait bien ça, coller des photos, des cartes, pour après se remémorer le voyage à Venise qu'on a fait il y a 4-5 ans, vous voyez. Elle aime bien reprendre ses albums. Enfin, elle aimait bien, là, j'ose plus parler au présent. Si, mais il y a des choses que vous pourrez continuer à faire. Ne pensez pas que vous ne pouvez plus faire. Parce que... Voilà. Vous voyez, ça lui rappelle ces choses qu'on a vécues. Là, ça lui plaît bien quand même. Donc, il y a des choses que vous pourrez faire. Allez, si ça peut vous donner un peu de baume au cœur, il y a Gauthier qui dit « J'ai 17 ans et je me retrouve un peu dans le témoignage de madame, moi, quand j'avais 15-16 ans. » Donc c'est pas parce que ça démarre tôt, ça va pas forcément durer, c'est un passage. Et puis ça veut pas dire que vous pourrez pas partager de jolies choses et de beaux moments ensemble comme cet été. Justement, dans le Vacances Club, juste pour finir, il y avait je reconnais tout d'un coup une dame que j'avais vue l'an dernier en Haute-Savoie, où on était dans un Vacances Club, et elle était avec son fils, cette dame, qui avait 12 ans. Et qui était complètement l'ado de caricature. Il pianotait toute la journée, il levait jamais le nez, tout ce qu'il disait c'était chiant, bof. Alors, oui, on a l'impression qu'ils ont plus de vocabulaire. Et alors, cette année, je l'ai retrouvé. Sa mère était là dans le club où j'étais vers Toulon, et il y avait un garçon en face d'elle. J'ai dit mais c'est pas le même que l'an dernier, je me suis dit. Puis j'ai parlé à sa mère qui était très gentille. C'était bien le même, mais il avait pris 10 cm de plus, un look très différent, et il était devenu presque angélique. Et elle m'a dit mais il a changé. C'est vrai qu'il y a un moment où on a l'impression... Il a changé en mieux. Il avait donc 13 ans cette année. Il y a un moment où, c'est vrai, on a l'impression qu'ils n'ont plus de vocabulaire. C'est-à-dire quand ils sont enfants, ils ont un vocabulaire très riche. C'est bof, chiant, bof. Et j'étais tombée sur une petite carte postale où il disait comment décrypter la psychologie de l'adolescent, et on voyait un ado ébouriffé, visage vraiment... la mine très renfrognée. Il y avait marqué amoureux, enthousiaste, déprimé, triste, abattu, joyeux. Et en fait, toujours le même air. Et ça résumait bien les choses. Eh oui, enfin bon, mais... Allez, pour conclure, il y a Brigitte qui dit, vous savez, c'est votre manière de l'aimer que de supporter cette transformation douloureuse, mais qui lui est nécessaire pour l'instant. Eh oui, mais j'en suis consciente de tout ça. Heureusement que je... Oui. Avec de l'amour, ça passera. Mais en même temps, mais je crois que le mieux, c'est de me protéger un peu, moi, en ce moment, là, de plus l'avoir trop de 3 semaines. Là. Voilà, si ça peut vous faire du bien et que vous en profitiez mieux, c'est bien. Ça me rend malade, moi. Même si je fais tous les efforts intellectuels et autres, donc ça me semble un gâchis énorme. Voilà, écoutez, profitez-en, reposez-vous et puis vous pourrez plus mieux en profiter, d'accord ? Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. À tout le monde, au revoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis assez étonnée de vous avoir au téléphone ce soir. C'est la première fois que j'appelle et j'écoute votre émission depuis quelques mois. Et j'avais envie un petit peu de parler de moi ce soir avec vous. Voilà. Oui, vous avez bien fait d'appeler. Alors moi j'explique un petit peu qui je suis. Donc j'ai la 50aine. Oui. J'ai eu une enfance heureuse avec des grands-parents qui étaient très proches et qui je vivais la plupart du temps et qui s'occupaient de moi complètement. Et malheureusement une mère complètement absente qui écoute de temps en temps l'émission, mais ça c'est pas grave. Et un père invisible. Voilà. Et donc, j'ai grandi avec beaucoup de souffrances que j'ai traînées un petit peu comme des choses très lourdes à porter pendant toute une vie. Là, maintenant, j'ai la 50aine. Et quand vous dites père invisible, ça veut dire quoi ? C'est curieux, cette expression, un père invisible. Un père invisible, ça veut dire exactement ça, c'est-à-dire quelqu'un que je n'ai... Mais vous le connaissiez ? Vous saviez qui il était ? Vous avez reconnu ? Mes parents, oui. Mon père m'a reconnue
apparemment, c'est mon grand-père qui a forcé ce mariage entre mes parents. Ma mère était enceinte de moi à l'âge de 17 ans et demi. Oui. Je pense, d'après ce que mon père m'a répété, ce n'était pas une grossesse voulue et donc désirée. Et donc, ils se sont séparés au bout de 2 ans. Je dois dire, ce qui est important, c'est que ma mère est de famille française, lyonnaise, et mon père est d'origine roumaine, chose qui a été très mal acceptée dans une famille bourgeoise catholique, de surcroît. Oui. Donc j'ai eu très peu de relations avec mon père, car à chaque fois que je le voyais, c'était pour passer la journée avec une de ses maîtresses, donc ça n'avait aucun intérêt pour moi. J'étais devant la télévision. Ah oui, quand le peu de fois où vous le voyez, oui, il était là toujours avec accompagné. D'accord. Il était toujours accompagné d'une autre femme. Et lui vous disait, puisque vous dites que cette grossesse au départ n'était pas souhaitée, c'est votre père qui vous disait ça? Oui, absolument. C'est mon père qui m'a répété ça encore il y a quelques mois. Qu'est-ce que vous lui dites quand il vous dit ça encore? Parce que je vois pas l'intérêt d'aller dire ça à un enfant et encore un adulte de revenir là-dessus. Oui, Moi non plus, je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, c'est un homme qui maintenant a 84 ans, qui termine très mal sa vie en vivant, si je peux dire, de la gentillesse des autres, et donc qui finit très mal d'hôtel en hôtel, à la limite, on va même dire SDF pratiquement. Oui. Voilà, donc complètement en contradiction avec le côté maternel où effectivement c'est petite bourgeoisie, je veux dire, oui. Petite bourgeoisie à la française. Voilà, et finalement, je suis un petit peu la bâtarde de la famille et l'étrangère de la famille. Vous êtes toujours... Mais pourtant, vous me dites que vous avez été élevé par vos grands-parents, oui. Et là, vous avez eu de l'affection de la part de ces grands-parents. Alors, de la part de mes grands-parents, oui, j'ai eu toute l'affection du monde. Et malheureusement, ils sont partis beaucoup trop tôt. Mais j'ai vécu pratiquement chez eux. Et vraiment, mes souvenirs sont rattachés uniquement à eux. Et je n'ai aucun souvenir, par exemple, de mon adolescence avec ma mère. Aucun. Parce que votre enfance, vous l'avez passée auprès de vos grands-parents, oui, et à l'adolescence, c'était auprès de votre mère. L'adolescence, j'étais plutôt chez ma mère, oui, où je ne voulais pas aller chez elle parce qu'en réalité, jamais elle s'occupait de mes devoirs ou jamais on faisait des choses ensemble. Et surtout, je me sentais complètement exclue du reste de ma famille, car j'ai des cousins et des cousines qui habitaient à Paris à ce moment-là, que je ne voyais jamais, car on me considérait comme la fille d'un Roumain, finalement. Comme la bâtarde, oui, comme l'étrangère, vous dites. Voilà, la bâtarde, l'étrangère, et pour votre mère, ça n'a pas dû être facile non plus, parce je ne sais pas, puisque ma mère m'a traitée quand même plusieurs fois d'étrangère, en me disant que j'appartenais pas à sa famille. Donc ça, c'est des choses qui sont... Elle se ralliait oui, totalement. Au consensus général, peut-être parce qu'elle-même a été comme si on faisait en sorte qu'elle soit entachée de ça, ce qui n'était en rien, évidemment, une faute, mais qui, dans votre famille, du côté maternel, était vécue comme telle, avoir une liaison avec quelqu'un d'étranger. Oui, je pense. Mais finalement, je suis devenue un petit peu son souffre-douleur. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce soir. En réalité, c'est vis-à-vis de ça, surtout. Oui. Vis-à-vis d'une situation qui se dégrade de plus en plus au fil des années. Avec elle ? Oui, au fil des années qui se dégrade de plus en plus, où je suis passée par vraiment différents stades. J'ai même été... j'ai fait une tentative de suicide quand j'étais enceinte d'un enfant que j'ai perdu lors d'un accident de voiture aux États-Unis. Et une tentative de suicide quand vous étiez enceinte ? Pardon, non, j'ai fait un suicide après avoir perdu un enfant. Ah oui, d'accord, non, parce que tel que vous le présentiez, c'était pas très clair. D'accord, oui, d'accord, c'était la perte de cet enfant qui vous a amené à ce geste. Et la perte de l'être que j'aimais, qui était mon fiancé, et nous nous sommes séparés, il a fait une grave dépression, je suis rentrée en France à ce moment-là, et j'aurais souhaité au moins avoir, quelques mots de sympathie de la part de ma mère, et en réalité aucune question ne m'a été posée, et jusqu'à maintenant elle nie encore avoir su qu'effectivement j'étais enceinte
Bon, c'était en 1999, c'est vrai, ça date pas d'hier. Oui, mais enfin, peu importe. Mais peu vous importe. étiez enceinte. Et donc, alors, elle dit aujourd'hui, oui, qu'elle ne savait pas. Non, elle dit qu'elle ne s'en souvient pas et qu'elle ne D'accord. se souvient pas non plus que je devais me marier, qu'elle ne se souvient pas qu'elle était invitée au mariage, qu'elle ne se souvient pas qu'on lui avait payé son billet d'avion. Enfin bon, elle ne se souvient de rien. Alors, il y a une quinzaine de jours, je me suis permis de lui apporter d'ailleurs des documents, les fax qu'on lui avait envoyés, avec les invitations, lui disant, tu vois, regarde, c'est là, ça existe. On t'a envoyé ça, il y a la date de l'époque, il y a tout, il y a la transmission de fax. Et elle m'a dit, non, je ne comprends pas, je les ai jamais reçus. Et de toute façon, c'est trop vieux pour en parler. Voilà. Donc, disons, je pense que c'est un refus total de sa fille, complètement, absolument pas à l'écoute de moi. Oui, de sa fille à un moment où vous alliez vous marier, vous attendiez un enfant, ce qui peut-être l'a renvoyé à son histoire à elle, où quand elle a été enceinte dans la famille, ça a été un drame, quand elle a été enceinte de vous. Oui, mais moi j'épousais quelqu'un de très bien et j'allais me marier avec un homme formidable. Donc, mais peut-être qu'elle, à ce moment-là, d'ailleurs, était aussi très amoureuse de votre père quand elle vous a attendu. J'espère pour elle. On peut penser c'est pas parce qu'il était étranger et que vous voyez qu'ils n'ont pas eu une histoire d'amour. Je pense tout à fait qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre d'ailleurs. Oui. J'espère pour eux. Voilà, c'est des choses dont on ne parle pas parce que c'est une famille dans laquelle on ne parle de rien, à vrai dire. Eh oui. Voilà. De rien de ce qui est essentiel. De rien de ce qui est essentiel. C'est-à-dire que ma mère m'appelle uniquement pour me dire « Ah, il fait beau, quelle est la météo demain ?» Et c'était très difficile à vivre pour moi jusqu'à l'année dernière. Et puis l'année dernière, j'ai perdu, c'est un petit peu bête peut-être de dire ça, j'ai perdu mon labrador qui était ma meilleure amie. Et j'avais un labrador de 12 ans et demi qui vivait avec moi. Et là, j'ai tellement souffert à ce moment-là. C'était comme si je perdais une deuxième fois mon enfant. Et j'ai tellement souffert que je me suis dit, plus jamais, il faut que je souffre comme ça, il faut que je m'en sorte. Et j'ai vécu toute seule pratiquement 2 ans sans parler à personne. Oui. En vivant un petit peu... Vous étiez comme ça en vase clos, sans voir, vous vivez seule Oui, je vis seule, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire qu'après ce drame qui vous est arrivé, vous n'avez pas eu d'enfant, après avoir perdu cet enfant Non, je suis revenue en France, donc après les États-Unis. Je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai rencontré personne de réellement intéressant qui me redonne l'envie de repartir sur une nouvelle histoire. Et donc, et je me suis fermée complètement aux autres. Mais je ne me suis pas fermée aux autres à cause de cet homme et à cause de cette rupture. Je me suis fermée aux autres parce que c'est très dur d'entendre une mère vous dire tout le temps tu es moche, tu es ci, tu es ça, tu es pas intelligente, tu peux rien apporter à un homme, enfin 10 000 choses qui ne seraient pas très agréables à répéter à l'antenne d'ailleurs. Voilà. Donc, à l'adolescence, elle vous disait ça, elle continue aujourd'hui Oui, mais aujourd'hui c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire. Ma mère a été victime de 2 accidents vasculaires. Je pensais que ça allait l'adoucir à mon égard et en réalité, ça a pris plutôt le chemin inverse. Voilà, donc... Elle est très agressive avec vous aujourd'hui? Très agressive. Je l'ai appelée aujourd'hui. Je voulais lui annoncer une bonne nouvelle et j'ai même pas eu le temps de dire ouf. Elle m'a dit tu m'appelles en pleine télévision, je peux pas te prendre. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, c'est toi encore. Enfin bon, voilà. Donc c'est de toute façon, je pense, comment dire, c'est irrécupérable. C'est triste à dire. Oui. Enfin, je pense qu'en tout cas vous ne pouvez pas attendre quelque chose qu'elle vous répare de cette enfance, de votre histoire. Non, mais vous attendez, j'ai l'impression toujours. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui attend quelque chose. Non, il y a une part de moi qui a attendu pendant des années, bien entendu. Oui, j'étais anorexique, je me suis privée de manger parce que j'attendais qu'on me dise
que ma mère m'appelle et me dit je t'aime. Au lieu de ça, elle m'a fait placer sous tiers dans un endroit qui était carrément pour les fous. J'ai dû m'en sortir toute seule moi-même en passant devant tout un groupe de psychiatres qui m'ont trouvé parfaitement normale, en tout cas pour eux. Et donc j'ai signé une décharge. Est-ce que vous avez pu parler justement puisque vous me parlez de votre anorexie, est-ce qu'il y a un moment où vous avez pu faire une analyse, enfin parler de vous, compte tenu de cette souffrance, de ce rejet que vous avez vécu de la part de votre mère, de votre père aussi qui n'était pas présent pour vous? Est-ce que vous avez eu un lieu pour pouvoir parler, être reconnu dans votre souffrance? En psychanalyse, vous voulez dire? Oui. J'ai refusé ça pendant des années parce que je me pensais toujours assez forte pour m'en sortir toute seule, ce que j'ai fait toujours toute ma vie pour beaucoup d'événements graves et des gros chagrins vraiment très... Voilà. Donc en réalité, je me suis plutôt, à chaque fois, malheureusement, j'ai eu vraiment des étapes douloureuses dans ma vie, très souvent. Et effectivement, je m'en suis toujours sortie seule. Je me suis sortie un peu de... J'ai eu une addiction aussi à un médicament dont je me suis sortie seule. Oui, mais à quel prix pour vous à chaque fois? Enfin, on voit bien, là, vous dites que vous avez perdu votre labrador, vous étiez complètement refermée, repliée, coupée de tout. Tellement la souffrance là était grande, enfin, donc... Oui. Ça serait important de pouvoir parler de... Je vois... Vous avez envisagé autre chose parce que sortir de... Faire la peau un peu à ces blessures d'enfance, à ces souffrances-là. Oui, bien sûr, mais je vois quelqu'un de temps en temps, mais malheureusement, elle est rarement disponible. Et en réalité, je crois qu'on a cette psychanalyste et moi-même, nous n'avons pas tellement le même langage. En plus, c'est une thérapeute familiale, donc elle souhaiterait effectivement rencontrer ma mère, et ma mère ne fera jamais cette démarche. Oui, non. Parce que je pense... Non, je pense que là, en plus, il y a quelque chose, au contraire, qui est... Il n'y a plus à attendre après elle, c'est-à-dire en parler, parce que ça, il y a une souffrance là très très grande, et vous savez, l'enfance, elle nous poursuit, elle nous poursuit toute notre vie. Oui, elle nous poursuit, bien sûr, elle nous habite de différentes façons. Enfin, elle a des répercussions très fortes sur la façon dont on mène notre vie, d'ailleurs. Mais pour autant, donc vous ramenez en thérapie avec votre mère. Maintenant, c'est une dame d'un certain âge qui a fait des AVC. Enfin, je vois pas l'intérêt. Non, il faut au contraire que vous arriviez, que vous puissiez trouver votre pleine place sans vous sentir dénigré, rejeté comme vous l'avez été, parce que votre mère, elle dit des choses d'elle, de sa propre histoire à travers vous, voyez, à travers toutes ces projections négatives qu'elle a sur vous. Sans doute, bien sûr. Donc de pas vous laisser pas anéantir, mais détruire par ça, en tout cas, blesser. Bien sûr. Non, parce que ça a forcément un impact. On a beau dire, mais quand ce sont les parents qui tiennent de tels propos, c'est dévastateur. Complètement. C'est difficile d'avoir une estime de soi. Oui. Non, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'elle mesure pas forcément la portée de ses propos. Oui, je pense que c'est ça, et c'est ça finalement pour moi. En revanche, vous abîmez, enfin ça, vous êtes abîmé dans l'anorexie, et c'est pas n'importe quelle maladie. Je suis plus du tout anorexique. Tant mieux. Tant mieux. Je suis plus du tout anorexique, mais bon, j'ai failli plusieurs fois être en grave quand même dépression. J'ai fait quand même plusieurs tentatives de suicide. Oui, vous voyez, quand je parlais quand même de vous détruire. Quand j'ai eu des tentatives de suicide dans le passé, je me souviens un jour, elle est arrivée, elle m'a donné une gifle. C'était pas pour moi, c'était pas la manière de réagir de la part d'une mère, vous voyez, ni de placer son enfant dans un hôpital qui était pour orphelins, pupilles de la nation. On fait pas ça.
J'étais obligée Non, mais on voit bien qu'elle vous fait payer votre existence. C'est-à-dire, vous restez, quand elle parle l'étrangère, cette étrangère, c'est-à-dire comme si, oui, elle vous maintenait à distance et en même temps, elle est dans un lien est-ce qu'elle s'est pas sentie étrangère dans sa propre famille? Je trouve qu'il y aurait un travail à faire, si vous voulez, c'est ce que dit Brigitte. C'est vrai que, bon, vous en êtes sortie seule, mais à quel prix pour vous? C'est-à-dire que le travail sur soi permet d'acquérir une forme de distance intérieure par rapport à ses parents quand ils sont nocifs et du coup de moins être atteint. J'ai pas envie de dire de plus être atteint parce que c'est compliqué quand ça vient des parents, mais de moins en être atteint parce que on remonte une histoire aussi, son histoire, mais c'est un écheveau et une histoire familiale. On s'inscrit toujours dans une lignée. C'est toujours une histoire de transmission. Et quand il y a des relations aussi nocives entre une mère et une fille, ça s'inscrit dans une histoire. Ça s'étudie ces relations-là à l'aune de plusieurs générations. Vous voyez, donc le fait de comprendre aussi quelle place on a pris dans cette chaîne familiale, dans cette hérédité, dans cette histoire familiale, pas hérédité au sens de génétique, hein, mais dans ce qui se transmet, ça nous aide à moins prendre de plein fouet toutes les souffrances et toutes les névroses de nos parents, enfin, voyez, tout ce qu'ils nous transmettent aussi de malheur finalement. De leur propre malheur. C'est en ça que, toute seule, oui, je veux bien croire que vous avez une capacité à faire face, à rebondir, mais par moments vous êtes aspirée dans un abîme, voyez. Bien entendu, il y a des moments où il y a des nuits entières où je pleure, où je peux pas, et en plus où ça ruine toutes mes relations avec les hommes, bien entendu, parce que je suis toujours en état de méfiance et en état de peur, finalement. De peur, comme ça a été évoqué de nombreuses fois, d'être abandonnée de nouveau, d'être... Mais oui, puis par rapport au fait que vous avez dû à cet enfant que vous avez perdu, ce deuil de la maternité, vous n'avez pas eu d'autres enfants, enfin tout ça c'est un point douloureux aussi dans votre histoire. Quand j'ai eu cet accident, j'avais pas d'enfant. Hein. J'étais enceinte. Oui, mais bon, c'était un enfant que vous portiez. Je portais la vie. Voilà. Donc si vous voulez, je pense vraiment que si vous, alors avec cette psychanalyste, oui, moi je vous comprends, qui veut vous faire rencontrer, enfin qui a une thérapie familiale avec votre mère. Bon, elle c'est sa façon de travailler. Donc, mais vous avez passé l'âge. Je pense. Et vous et elle. Vous, il faut que vous avanciez, travailler sur cette petite fille qui a été terriblement blessée, l'écouter, oui, lui tendre la main, en prendre soin. Vraiment, parce qu'elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, pour que vous puissiez, vous, en tant qu'adulte, avancer vraiment dans votre vie et vous dégager un peu de cette chape de plomb. De ce fardeau. Voilà, c'est un gros fardeau. Voilà, le mot au départ. Donc, trouvez quelqu'un qui saura vraiment vous entendre et vous entendre vous accompagner, même si ce sera toujours dans une histoire familiale. Bon courage. En tout cas, ça m'a touché ce que vous m'avez dit. Merci d'avoir appelé. Au revoir. J'étais ravie de vous parler. Au revoir. Au revoir.